Je suis docteur Aminou Malhaji. Je travaille à l'Agence spatiale européenne, qu'on appelle ESA, comme European Space Agency, depuis maintenant 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Et je m'apprête déjà d'ailleurs à partir à la retraite d'ici la fin de l'année 2023. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur. Je suis ingénieur en génie électrique, électricité, de la production jusqu'à la distribution, mais jusqu'à l'utilisation aussi, par exemple, dans les moteurs, comme le genre moteur TGV et consorts. Donc, ensuite, j'ai fait un doctorat en physique énergétique. C'était dans le domaine des lasers de grande puissance. Et puis, cela m'a permis d'avoir un pont entre la France, où j'ai fait mes études, toutes mes études universitaires. J'ai eu un pont qui m'a amené aux États-Unis d'Amérique. Je suis arrivé dans le Colorado, à l'université de Boulder, dans le Colorado. Et là, j'ai fait un travail qui m'a amené à un institut qui s'appelle Joint Institute Astrophysics. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me frotter à la technologie spatiale, ce qui m'a fait passer à l'industrie, parce que en publiant des papiers, les industriels m'ont remarqué et puis on m'a offert un travail. Et là, j'ai travaillé dans le domaine plus optique, ce qui m'a amené dans les instruments optiques, y compris les caméras, mais aussi tout ce qui est technologie infrarouge pour la télédétection. Et c'est comme ça que, en publiant encore des papiers, j'ai été remarqué par l'Agence spatiale européenne, et où j'ai atterri en juin 1993. Je suis arrivé à l'ESA. On était 200 candidats peut-être, et les choix se sont ramenés à peut-être 16 candidats à un moment donné, mais ils en voulaient 2 et j'ai été parmi ceux qui ont été embauchés. Voilà, ça c'est mon histoire pour mon arrivée à l'ESA. Et depuis, je travaille à l'ESA dans l'observation de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui sont des satellites d'observation de la Terre. Ça va de la cartographie jusqu'à la science de l'atmosphère, mais aussi les satellites météorologiques où je me suis spécialisé et je suis devenu vraiment l'expert des satellites de météorologie à l'Agence spatiale européenne. En ce qui concerne les planètes où pourraient habiter des humains, il y a une recherche en place parce que notre univers, il est tellement énorme qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une autre vie quelque part ailleurs. Mais tout d'abord, en fait, il faut définir ce qu'on appelle la vie, parce que nous, ce qu'on appelle la vie ici sur Terre, quand on regarde bien dans le détail, parce que le diable est toujours dans le détail, quand on regarde le détail, c'est l'eau et le carbone. Donc l'oxygène, l'eau, le carbone, ce sont ces matériaux-là qui font la vie. Donc une cellule est vivante quand il y a de l'oxygène, quand il y a de l'eau, quand il y a du carbone. Donc c'est ce genre de vie que nous recherchons aussi dans d'autres planètes quand on fait de l'exploration spatiale. Mais des endroits habitables, parce que nous pensons que cela existe, parce que on ne peut pas dire que la Terre est le seul endroit où il y a une atmosphère qui permet à la cellule vivante de vivre. Mais on ne peut pas dire quelle forme de vie serait dans ces planètes en question. Aujourd'hui, nous faisons que des recherches pour trouver des planètes qui ressembleraient à la Terre, et le travail, il continue. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire il y en a une. Il y en a peut-être des milliers, des milliards. Nous ne savons même pas encore. Par contre, aujourd'hui, au niveau de l'Agence spatiale européenne, on a des projets
très clair de pouvoir amener des hommes sur la Lune, mais aussi de les faire habiter sur la Lune et peut-être construire des engins spatiaux qui nous amèneront ensuite sur Mars, parce que Mars, c'est une planète froide, moins 135 degrés, quelque chose de ce genre-là, en moyenne. Et donc, il va falloir trouver un moyen de construire des habitations qui nous permettront d'y vivre et puis d'expérimenter la vie sur la Lune et puis sur Mars et peut-être plus tard, si les seuils de technologie peuvent être améliorés, peut-être qu'on ira encore plus loin. Oui, les humains, on ne peut jamais dire qu'il est impossible parce que l'homme est parti très loin de la pierre taillée jusqu'à la révolution agricole, la révolution industrielle. Je saute bien sûr des étapes, mais on a eu plein d'étapes. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle technologie. Si nous avons des technologies qui nous permettent d'aller sur la Lune, certainement nous irons sur la Lune. Et de la Lune, nous pouvons peut-être faire un saut sur Mars, parce que c'est quand même une étape. Et pour cela, il va falloir construire le système qui nous permette de faire ce voyage, de faire cette aventure, qui est d'amener des humains sur la Lune et ensuite sur Mars. Et pour cela, il nous faudra une infrastructure qui nous permette de faire cette aventure. Alors, le climat sur la Lune, Mars et sur les planètes en général, nous faisons partie du système solaire. Donc la Lune, notre Lune, elle tourne autour de la Terre. Donc nous sommes obligés de vivre ensemble avec. S'il n'y avait pas la Lune, la Terre serait certainement une autre forme de planète qui certainement peut-être n'aurait pas généré la vie que nous sommes. Donc la Lune est indispensable. Maintenant, le climat de la Lune, la Lune étant plus petite, elle tourne autour de la Terre, elle voit le Soleil. Et nous, quand on voit la Lune de sa petite taille de croissant jusqu'à ce qu'on voit la Lune, la pleine Lune, eh ben, c'est tout simplement comment le Soleil est positionné et éclaire la Lune. Et cette visibilité que nous avons dépend de l'endroit où nous sommes sur la Terre. Donc oui, il y a un climat sur la Lune parce que la température change, mais la Lune n'a pas d'atmosphère, ce qui fait que les radiations qui viennent du Soleil frappent directement sur le sol lunaire, alors que nous, sur Terre, nous sommes protégés par notre atmosphère, qui est quand même une atmosphère assez épaisse. Et en plus de ça, nous avons un champ magnétique terrestre qui nous permet d'être protégés par rapport aux radiations solaires qui sont du genre particules chargées en tout cas. Donc le champ magnétique dévie ces particules chargées qui ne nous frappent pas. Par contre, si on est sur la Lune, parce qu'un tel système n'existe pas sur la Lune, nous aurions eu toutes les radiations qui nous tomberaient dessus. C'est pour ça que s'il y a un astronaute sur la Lune, il est protégé complètement dans sa cagoule pour qu'il soit protégé de la température, mais aussi des changements thermiques, bien sûr, parce qu'il fait chaud et froid, il faut se protéger, mais aussi, surtout, des radiations solaires. On ne pourrait pas survivre si on n'est pas protégé de ces radiations solaires. Et ensuite, quand on va sur Mars, c'est encore pire, parce que Mars, c'est une planète froide. En moyenne, la température est autour de moins 138 degrés Celsius. Donc un humain ne peut pas survivre. Et quand la moyenne est de moins 138 degrés, cela veut dire qu'il y a des moments qui sont plus froids et d'autres moments qui sont plus chauds. Mais par rapport à la moyenne, c'est moins 138. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il fait beaucoup plus froid. Donc nous ne pourrions pas y vivre. Donc on est obligé d'aller là-bas et de construire des systèmes qui nous permettent de survivre thermiquement, mais aussi contre les radiations solaires.
Alors, si on se fait construire des habitations, par exemple, sur la Lune ou sur Mars, commençons par la Lune. Je disais que la Lune n'ayant pas d'atmosphère, les radiations solaires viennent frapper dessus directement. Donc, il faut construire non seulement pour se protéger des effets thermiques, mais aussi de la radiation. En ce qui concerne les effets thermiques, les formes les plus adaptées ont été étudiées. Ici à l'ESA, nous étudions ça, mais la NASA aussi fait pareil. La même chose au Japon, en Chine, nous étudions tous, parce que ce genre de choses, c'est souvent des coopérations internationales. Et donc, les formes qu'on retrouve, après avoir fait des simulations numériques pour pouvoir obtenir des structures les plus fiables et les plus légères, parce que transporter des matériaux sur la Lune pour construire, c'est lourd. Donc, on se débrouille pour que tout soit léger. Donc, pour faire ça, on a fait des études en analysant de toutes les formes. Vous pouvez trouver sur Internet ce que l'ESA a déjà fait, mais en partant, par exemple, d'une structure sphérique, nous avons pu simuler quelle est la forme structurelle qui donnerait une fortification du bâtiment qui soit digne de ce nom et qui soit légère en même temps. Et cette structure a une ressemblance à une forme conique et que je dirais un peu aussi, disons, un cylindre déformé d'une manière conique et qui nous permet en fait non seulement de nous protéger contre les radiations, mais aussi de faire à ce que le contrôle thermique soit adapté à un humain qui puisse vivre à l'intérieur. Et il s'est avéré que cette forme conique, un peu, disons aussi, construite à partir de matériaux qu'on choisit pour que la réjection thermique soit faite, s'est construit de telle sorte que nous ayons une structure adaptée qui soit très forte et qui va combattre les intempéries, mais qui permet donc, parce que quand on est là-haut, on n'a pas droit à l'erreur, hein, donc il faut tout faire pour que ça marche. Et il s'est avéré que les formes comme celles qu'on voit chez les cases Mousgoum apparaissent vraiment les formes les plus adaptées, et c'est pour ça que quand on réfléchit dans le passé, les gens ont certainement essayé plusieurs formes. Chez nos frères en Afrique, les Mousgoum l'ont fait. Et pareil, les Égyptiens ont fait les pyramides, comme les Romains faisaient des ponts avec des pierres. Eh bien, la même chose, les Mousgoum, certainement, ils ont pris des matériaux qui sont des matériaux locaux, l'argile en particulier, mélangée avec de la paille qui fortifie la structure de la construction pour faire, par empilement, des strates pour faire des cases qu'on appelle des cases Mousgoum, qui sont la forme conique qu'on voit, qui est une forme un peu étrange quand on le voit. Mais aujourd'hui, dans les constructions lunaires, cette forme-là, est celle qu'on trouve aujourd'hui être la meilleure forme pour avoir une structure adaptée et pour le contrôle thermique, mais aussi pour une meilleure habitation dans les étages, comme le montre quand on a fait la conception de ce qui se passerait comme construction sur le village lunaire de l'Agence spatiale européenne, en coopération avec la NASA, avec JAXA du Japon. Voilà, on obtient ce genre de forme. Oui, en tout cas,
quand on est dans le spatial, évidemment, c'est pas le même environnement que l'environnement sahélien des cases Mousgoum, mais il y a une ressemblance, c'est sûr. Quand on est là-haut, dans l'environnement spatial, on a, comme je disais, on a les radiations qui nous bombardent, et puis il y a le soleil qui apparaît et qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. Donc ça fait du chaud et du froid tout le temps. Donc il faut construire en tenant compte du fait que nous voulons une température stable entre 5 et 25 degrés pour que les humains puissent y vivre tranquillement. Et pour faire ça, il faut concevoir un système adapté qui joue sur ce qu'on appelle, parce que dans la circulation des chaleurs en thermodynamique, on parle de la convection, c'est-à-dire quand il y a des échanges de chaleur avec transport de matériaux, comme ça, cela se passe dans l'atmosphère, ou comme quand vous faites bouillir de l'eau, il y a une convection qui se passe à l'intérieur, c'est pour ça qu'on voit l'ébullition là. On peut faire ça de cette manière, mais il y a aussi la conduction, quand il y a contact et que la chaleur passe du chaud vers le froid. Mais aussi, il y a par radiation, c'est-à-dire quand les photons solaires, par exemple, arrivent et frappent dessus. Donc, on étudie tout ça et on regarde comment la circulation de l'air va se produire à l'intérieur de l'édifice. C'est pour ça que la forme qui est elliptique, conique, qu'on voit chez les Mousgoum, est une forme, en fait, qui permet la circulation de l'air, soit par conduction, soit par convection. Donc la circulation, c'est-à-dire le chaud va monter vers le froid, et ce qui fait qu'il y a une circulation d'air. Donc je considère que quand la porte s'ouvre, c'est chaud, parce que dans le Sahel, il fait chaud. Et quand on monte, il y a ce trou en haut qui est ouvert, qui permet à l'air de sortir et de circuler. Ce qui fait que l'air, il passe du chaud vers le froid et il continue de circuler. Et comme le soleil ne réchauffe pas, parce que les maisons de chez nos amis, les Mousgoum, elles sont faites avec des strates, le soleil est ou absorbé ou réfléchi, mais en tout cas, les photons n'arrivent pas à l'intérieur de la case, ce qui fait que la case reste froide. Voilà. En ce qui concerne la gestion de l'air, en fait, la forme de la case et les matériaux utilisés travaillent ensemble. En fait, la forme de la case doit avoir certainement une fonction prépondérante en ce qui concerne la circulation de l'air. Alors que les murs qui sont construits avec des strates, elles rejettent le soleil, l'absorbent ou le réfléchissent, mais le soleil, très peu de soleil peut rentrer à l'intérieur de la case. Donc c'est la combinaison de cette forme et des strates qui constituent les murs qui font que l'air à l'intérieur circule bien et fait le refroidissement. Je n'ai pas étudié personnellement les cases Mousgoum pour dire ça, mais mon instinct d'ingénieur m'indique quand même que c'est ce genre de comportement qu'on va retrouver si on faisait une étude détaillée de la forme et de la manière de construire adoptée par nos amis Mousgoum. En général, les lois de la physique, d'une manière générale, sont symétriques. Mais ça serait un travail de titan de prendre les matériaux qui sont dans le Sahel et de les construire dans les pôles.
parce que c'est un travail de transport pour une rentabilité très faible. Donc, les gens qui ont vécu dans les pôles ont choisi de faire des igloos. Mais quand on regarde les igloos, ils sont faits avec les matériaux locaux aussi. Et ces matériaux locaux, c'est des glaciers. On prend de la glace et on construit les igloos avec, et ça fait exactement le même effet. C'est-à-dire que la température qui sera à l'intérieur de l'igloo va rester stable, et c'est ce qui est intéressant. Donc, ils font la même chose, mais avec des matériaux différents. La technologie, en tout cas, si je peux répéter la question encore une fois, c'est l'humain a toujours évolué. C'est-à-dire que nous sommes partis, bon, je commence avec la pierre taillée. Certainement, les gens qui ont découvert la pierre taillée, ils ont vu, peut-être ils se sont fait une blessure qui les a coupés. Ils se sont dit, ah tiens, cette pierre, je peux l'utiliser pour couper mon morceau de viande. Et ça a commencé comme ça, et d'autres gens ont amélioré la pierre taillée jusqu'à ce qu'on découvre les métaux, le bronze, etc. Et jusqu'à l'arrivée de la révolution agricole, nous sommes passés de la chasse et de la cueillette à faire l'élevage, à faire l'agriculture, de faire pousser des céréales. Et ensuite, nous sommes passés à la révolution industrielle. Et puis, aujourd'hui, la révolution des ordinateurs, nous passons à l'intelligence artificielle. On a toujours évolué. Eh bien, la même chose, la technologie spatiale, en tout cas, elle a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et la compétition entre les Soviétiques à l'époque et les Américains ont accéléré la technologie. Et c'est pour ça que les ordinateurs aussi, parce qu'il y avait un besoin pour le spatial et puis le besoin militaire, qui ont fait que cette technologie des ordinateurs a avancé très vite. Et aussi la technologie spatiale, en concurrence les uns et les autres, ils travaillaient dur pour avancer plus vite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les satellites les plus sophistiqués qui volent et qui nous donnent, par exemple, tout ce qui est télécommunication. Aujourd'hui, ça ne marcherait pas si on n'avait pas les satellites. Et non seulement ça, l'observation de la Terre nous permet de faire la météorologie. Aujourd'hui, si la météorologie arrêtait sa continuité, ben, les avions ne voleraient plus, les routes peut-être seraient bloquées. Par exemple, ici en Europe, l'économie européenne est tellement dépendante de la météorologie qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir des satellites de météorologie. Donc c'est quelque chose d'indispensable. Et en ce qui concerne l'observation de la Terre, si je peux continuer, on voit tout de suite que on peut faire de la cartographie ou bien de la science atmosphérique pour le changement climatique, mais on peut aussi faire l'espionnage, par exemple, l'observation pour savoir où se trouve son ennemi, ou bien juste pour surveiller le transport côtier. Est-ce qu'il n'y a pas des pirates? Est-ce qu'il n'y a pas des terroristes qui se bougent là? Est-ce qu'il n'y a pas des militaires en mouvement? Ben, on peut regarder ça avec des satellites aussi, pour faire ce qu'on appelle de la surveillance sécuritaire. Voilà, donc les applications satellitaires, en fait, on les utilise tous les jours à travers les télécoms, c'est-à-dire votre téléphonie mobile, mais vous l'utilisez aussi pour tout ce qui est télévision, vous l'utilisez pour l'informatique Internet, et puis nous utilisons aussi donc tout ce qui est observation de la Terre à travers la météorologie, à mesurer les paramètres du changement climatique, et tutti quanti. Donc la technologie spatiale aujourd'hui
c'est indispensable.